Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S1001 de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 6 mars 2025. Cette semaine, dans le Flash Actu, retour sur les annonces de début d'année et du CP+, avec un focus tout particulier sur les nouveaux boîtiers OM System, Lumix et Sigma. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'année 2025 commence très fort pour ce qui est des nouveautés boîtiers et optiques, et ce d'autant plus après le CP+, l'équivalent du salon de la photo japonais, qui a fermé ses portes il y a quelques jours. On commence avec OM System qui a dévoilé son nouveau OM3, présenté comme le digne successeur du PNF, un appareil particulièrement apprécié par votre serviteur. Il s'agit donc d'un boîtier compact au look rétro en hommage au réflexe argentique OM3 de 1983, taillé pour les photographes et vidéastes qui veulent exprimer leur créativité. À l'intérieur, on retrouve le moteur des OM1 Mark II, à savoir un capteur micro 4 tiers BSI de 20 millions de pixels stabilisé, sans filtre passe-bas, qui est associé au processeur TruePix X, capable de monter à 25 600 ISO et extensible à 102 400 ISO. Un obturateur mécanique et électronique avec respectivement des rafales à 6 et jusqu'à 50 images par seconde avec suivi AE, AF. Un autofocus hybride Quad AF 1053 points avec détection et suivi automatique des sujets, un mode vidéo jusqu'au C4K 60p, un viseur électronique OLED de 2,39 millions de pixels et un écran orientable de 3 pouces tactile, et enfin un port SD compatible UHS-2, le Wi-Fi et naturellement le Bluetooth. Pour ce qui est de l'aspect créatif, on retrouve les modes ultra haute résolution jusqu'à 80 millions de pixels, la fonction Live ND jusqu'à ND64 pour les poses longues, le Live GND jusqu'à 8 GND pour les sujets contrastés, le Live Composite, le Live Bulb, ainsi que l'AF Starry Sky pour l'astrophotographie. De plus, on retrouve des presets couleurs et noir et blanc personnalisables qui sont accessibles via une roue à l'avant de l'appareil comme sur le PNF et des modes créatifs et art avec des simulations de filtres. L'OM3 est toujours un appareil particulièrement bien protégé contre les intempéries avec sa certification IP53. L'ergonomie des commandes a été revue et simplifiée comparée à celle d'un OM1 Mark II. Il pèse moins de 500 grammes. On écoute Baptiste Soto, le directeur commercial de Foc Distri, nous partager son ressenti sur ce nouveau boîtier. Moi, ce que j'aime beaucoup sur l'OM3, c'est qu'on le retrouve dans cette catégorie de produits qui sont un petit peu plus iconiques que techniques. Il y a des produits qui sont des game changers en apportant une nouvelle caractéristique, des nouvelles spécificités, des nouveaux capteurs, des nouveaux modes vidéo, des choses comme ça. Et des produits comme l'OM3, alors qui a plein de caractéristiques très intéressantes, mais avant toute chose, c'est une nouvelle approche, une nouvelle niche sur laquelle se positionne la marque. Parce que OM System, depuis quelques années, était très ciblé marché photo animalière. Et là, ils arrivent avec de la photo beaucoup plus urbaine, un produit, je dirais, plus proche du consommateur, plus proche du public, avec plus d'affect. Alors, on n'oublie pas la technique, il y a tout ce qu'il faut derrière, avec toutes les forces d'OM System. Mais derrière, la marque insiste beaucoup plus sur les effets de filtre un petit peu créatifs, les molettes qui permettent de basculer de tel type d'usage à tel type d'usage, plein de petits plus qu'on aime beaucoup. Pour prendre des exemples tout bêtes, le fait de pouvoir commuter sur un mode slow motion en vidéo en un clic sur la molette, c'est quelque chose qui n'existe pas. Après, ce qui est bien, c'est sur toutes les caractéristiques de base, il a le bon capteur qui est en empilé. Et même s'il est que de 20 millions de pixels, on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. On n'est pas en train de se parler d'imprimer des 4 par 3. Avec un mode vidéo qui fait de la 4K de façon très correcte, qui est capable d'aller chercher des modes à 120 images secondes. Alors, pas pendant très longtemps, sur des délais très courts, mais qui sont possibles, par exemple, quand on veut faire le décollage d'un oiseau ou un gamin qui marque un but, faut être là au bon moment. On a toujours la stabilisation qui a toujours été top sur les produits OM System, donc ça, elle est toujours aussi bonne. La sensibilité qui est poussée à 100 000 ISO, ça c'est bien, c'est toutes ces petites choses qu'on aime bien. Et dans le genre de truc qui est très facile à faire pour un constructeur, et ça m'agace que les autres ne le fassent pas, ils ont remis l'activité, le fait de basculer en immédiat de ratio d'image
en 3,5, en 4 tiers ou en 1 pour 1. Donc, selon si on veut faire des images pour Instagram, pour de la vidéo ou pour des formats photos, on peut se retrouver du coup avec des formats très différents. Donc ça, c'est sympa. Et ils ont fait, je trouve, un bon choix. En plus, ils ont les bonnes optiques pour aller sur ce genre de boîtier. Le design est réussi. Alors après, c'est sûr que si on veut mettre un 100-400 sur un OM3, ça va faire un petit peu comme si c'était un pingouin à Tahiti. C'est pas fait pour, c'est pas à sa place. Mais par contre, il est capable d'aller chercher aussi d'autres usages que ceux très, très street sur lesquels il est prévu. Le nouveau OM System OM3 est proposé nu au prix de 2 000 €. On continue avec une annonce du CP+, de Lumix et l'arrivée d'un nouveau boîtier haut de gamme full frame conçu pour les vidéastes et les photographes. Le Lumix S1R marque 2 atouts d'un grand. On commence par son capteur BSI Ultra Défini Full Frame de 40 millions de pixels, conçu pour offrir le meilleur équilibre possible entre définition et sensibilité. On retrouve le double ISO natif et une sensibilité maximale de 51 200 ISO extensible à 102 400. Ce capteur hérite d'un autofocus hybride phase contraste à 779 points avec reconnaissance et suivi du sujet. En rafale, il affiche une haute cadence jusqu'à 40 images par seconde en obturation électronique et 10 images par seconde en obturation mécanique. Le mode haute résolution monte pour sa part à 177 millions de pixels à main levée sur un sujet fixe. Le capteur est naturellement stabilisé et le constructeur annonce un gain jusqu'à 8 IL. Côté vidéo, Lumix ouvre la porte du 8K 30p en 420 10 bits au format 17 neuvième. Une future mise à jour de firmware devrait le doter du 8K en Open Gate, pour l'instant réservé uniquement aux 6,4K. On retrouve des modes C4K 60p 422 10 bits ou 4K 120p. En RAW, on dispose du Apple ProRes 422 HQ 5,8K 30p ou même du ProRes RAW HQ. Le constructeur a implémenté toutes les fonctions vidéo les plus expertes, comme par exemple le Vlog, le Vegamut, les fausses couleurs, de Talilamp, l'enregistrement de proxy, la compatibilité avec Frame.io, l'audio en 32 bits, la gestion des luttes et l'enregistrement sur SSD. Le boîtier reprend le calibre des S5 II, il est protégé contre les intempéries, dispose de 2 slots carte mémoire CF Express Type B et SD UHS-2, d'un viseur électronique de 5,76 millions de pixels à 120 Hz et d'un écran orientable et inclinable tactile. Le nouveau Lumix S1R Mark II est proposé nu au prix de 3 599 € et sera disponible au mois de mars. Ensuite, à la surprise générale, Sigma a annoncé un nouveau boîtier ultra concept très ambitieux intitulé BF. Il s'agit d'un hybride full frame en monture L donc, avec une approche minimaliste, moderne et très design qui rappelle un peu le concept du Leica T sorti il y a plus de 10 ans. Le Sigma BF exploite un capteur 24-36 mm BSI de 24 millions de pixels non stabilisé, capable de monter jusqu'à 102 400 ISO. Il est dépourvu d'obturateur mécanique et peut monter jusqu'au 1/25 de seconde et faire des séquences en rafale à 8 images par seconde. On retrouve un autofocus hybride phase contraste avec la reconnaissance des humains et des animaux type chien et chat. Il peut délivrer des photos en RAW DNG 14 bits et des séquences vidéo jusqu'au 6K 30p sans recadrage avec le L-Log. On retrouve également pas moins de 13 styles d'images entièrement personnalisables. Le boîtier dit Unibody, entièrement réalisé à partir d'un seul bloc d'aluminium, nécessite près de 7 heures d'usinage. Le design est minimaliste, épuré, futuriste. Sur l'avant, on retrouve uniquement l'objectif, au-dessus uniquement un déclencheur et à l'arrière un écran fixe, un petit écran secondaire et quelques commandes tactiles, c'est tout. Il utilise une simple connexion USB-C et ne dispose pas d'emplacement carte mémoire car il se base sur une mémoire interne de 230 gigaoctets. Sigma a également entièrement revu son interface utilisateur. Le nouveau Sigma BF sera disponible en avril et proposé au prix de 2 350 € nu en version argent ou noir. Et pour finir, un mot sur les autres grandes nouveautés de ce début d'année. Canon a lancé un nouveau zoom grand angle à ouverture constante plus abordable que la série L professionnelle, avec un RF 16-28 mm f2.8 IS STM proposé au prix de 1 300 €. Le constructeur a également annoncé un nouveau compact qui est pour l'instant uniquement destiné au marché japonais, avec le PowerShot V1 équipé d'un capteur 1,4 pouces et foncièrement orienté vers un usage vidéo vlog. Nikon continue de développer sa gamme de focales fixes ultra lumineuses avec un nouveau 35 mm f1.2 en série S ultra haut de gamme proposé au prix de 3 250 €.
Le constructeur a également fait parler de lui via la société Red avec l'arrivée des premières caméras équipées en monture Z. Côté vidéo, on a vu arriver également un zoom 35-135 mm f4 constant motorisé proposé au prix de 2800 €. Sony est pour l'instant resté très calme. Niveau boîtier, même si on attend cette année probablement le successeur de l'Alpha 7 Mark IV. Le constructeur a néanmoins annoncé des nouveautés dans le domaine de l'optique avec l'arrivée d'un super télézoom 400-800 mm f6.3 8G OSS proposé au prix de 2 999 € et d'un ultra grand angle 16 mm f1.8 en série G proposé au prix de 999 €. En parallèle du BF, Sigma a également annoncé de nouvelles optiques. On commence par un impressionnant super télézoom, tout de blanc vêtu, 300-600 mm f4 constant DGOS Sport, proposé au prix de 7 000 € et un 16-300 mm f3.5 6.7 DCOS, proposé au prix de 730 € à destination des hybrides APS-C en monture L, E, X et Canon RF. Enfin, pour coller avec la version argent du BF, Sigma a décidé de décliner les 9 focales fixes de la série High Contemporary en version argent. Pour accompagner le lancement de son OM3, OM System a également annoncé les secondes générations des 17 mm f1.8, 25 mm f1.8 et 100-400 mm f5.6.3 stabilisés. Et enfin, pour terminer, un mot sur Leica qui a annoncé le SL3S, une version allégée et plus abordable de son hybride full frame proposé au prix de 5 200 € boîtier nu. La seule grande différence de ce nouvel appareil est son capteur qui passe de 60 à 24 millions de pixels. Nous aurons naturellement l'occasion de revenir en détail sur certaines de ces nouveautés au cours de la saison. Bon, je reprends un peu mon souffle. Bon, évidemment, c'est un peu compliqué de traiter en un seul flash actu toutes ces nouveautés en détail. On s'est un peu focalisé pour cet épisode sur les nouveautés, on va dire, des très grands constructeurs historiques. Il y en a d'autres auprès des constructeurs d'optique chinoises en particulier, dont on parlera la semaine prochaine. Mathieu, pour commencer, parmi toutes les nouveautés que j'ai évoquées, quelle est celle qui t'a le plus hypé en ce début d'année 2025 ? Alors, d'un point de vue passionné ou d'un point de vue Alors, quelqu'un qui tient un magasin photo? On va rester un peu dans la passion pour commencer et on parlera business juste après, si tu veux bien. Passion, non, mais le BF. Ah ouais ? Ah ouais. Là, c'est juste, j'aime bien parce que ça va mettre un coup de pied sur le marché où justement on va avoir, à mon avis, plus en plus de produits avec plus en plus de choses intégrées. Et justement, là, ce fameux disque dur intégré dans l'appareil photo, Hasselblad l'avait fait. Là, il y a Sigma qui le fait. Zeiss l'a annoncé en quelque sorte voilà. aussi. Et moi, je pense que ça va être pas un avenir, mais c'est quelque chose même de très, très intéressant d'avoir de revenir à l'ancienne avec des stockages internes. Parce qu'on l'a eu, ça, dans les compacts il y a très longtemps, des petits stockages de 15, 20, 30, 50 photos. Samsung était un peu spécialiste de ça, à la grande... même au début des Nex. Et après, d'un point de vue passionné photo, moi je trouve que c'est super intéressant de se dire on a une mémoire à l'intérieur conséquente, parce que je crois qu'on est sur 1 Tera sur le Hasselblad. Là, je sais plus combien tu as dit. 230 gigaoctets de mémoire. Ouais, 230 gigas. Après, le BF, vu les performances annoncées, c'est plus que intéressant en photo comme en vidéo. Enfin, c'est ballot, hein. On fait une émission sur la visée électronique et il nous sort un appareil, il n'y a pas de viseur. Bon, mince. Mais cela dit, on va en parler de la visée par LCD. Oui, non, mais après le viseur, on va parler du S1R2. J'ai eu la chance de l'essayer là il y a quelques jours. Voilà, mais non, là, j'ai été très, très, très hypé là, par le Sigma BF. Ouais. Bon, en tant que fan de Ricoh GR3, j'ai bien aimé l'approche minimaliste aussi de ce boîtier-là. Et ça montre qu'avec peu d'artifice, c'est-à-dire pas d'écran orientable, pas de viseur, on peut quand même envisager la photo et peut-être que c'est le genre d'appareil qui incite à le prendre au quotidien, justement parce qu'il n'est pas très encombrant. Alors à voir quand même, il y a certaines optiques e-contemporary un tout petit peu plus volumineuses, voire lourdes que d'autres. Ça reste tout en métal et c'est un très beau matériel. Mais la proposition est séduisante. Le prix n'est pas très doux quand même, je trouve, pour ce que c'est. Donc, à tester. Mais je pense que ça vise quand même une certaine catégorie de photographes. C'est beaucoup de professionnels qui vont vouloir un deuxième boîtier. Tout à fait. C'est beaucoup de
personnes qui vont avoir déjà un Leica, un Lumix ou même qui ont déjà du Sigma, il va falloir faire un complément. C'est sûr que je pense pas qu'un Nikoniste, un Canoniste va avoir ça en deuxième boîtier. Ou après, là, on va quand même parler à des personnes qui ont déjà une grosse expérience photo et qui savent tout de suite ce qu'ils veulent. Qui sont déjà équipés en monturelle, effectivement. Oui, mais oui, il vaut mieux être déjà équipé en monturelle, ça c'est sûr. Et si tu mets ta casquette de revendeur, qu'est-ce qui est le plus intéressant ce début d'année? Le Sigma 16300. On reste sur Sigma. On reste sur Sigma, ouais. Non, mais c'est le 16300, 16300, hein, parce que ça, en tant que revendeur, c'est quand même une optique qui nous manquait. Il y a vraiment une si grande différence en termes d'usage et de perception entre un 16300 et un 18300? Moi, je vois quand même une différence légère entre ce fameux 16 et 18, parce que forcément, ça fait 28 et 24. Tu vas avoir des angles de vue, des perspectives que quand même le 24 déforme certaines lignes d'une manière quand même plus esthétique, je trouve. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de marques qui essaient de s'ennuyer quand même à aller vers le 24 ou vers le 16 sur des zooms plus ou moins standards ou transstandards. Et ouais, non, ce 16-300... en tant que revendeur, il nous manquait vraiment. Et en plus, là, ça va couvrir Fuji. Non, déjà Fuji qui n'en fait pas du tout, qui fait pas parce que c'est pas leur philosophie. Ça va couvrir Canon qui, en effet, justement, ne fait plus rien. Et Sony, après, désolé pour Sony, mais bon. Ça vous rappelle les belles heures du réflexe, surtout, puisque c'était le genre de plage de focale qu'on voyait sur les réflexes. Il y avait même des 18-400, je crois. Tamron 18-400. Exact. Donc, c'est pas mal de voir ce genre d'optique revenir parce que c'est typiquement très polyvalent et ça peut permettre à un public, on va dire, plus généraliste, qu'on va qualifier amateur ou primo-accédant, d'avoir une optique à tout faire, un petit couteau suisse comme ça. Et c'est finalement une bonne nouvelle. Le profil est en effet en général des personnes qui vont manquer d'expérience ou qui veulent la simplicité. J'ai été étonné du nombre de personnes très professionnelles, très passionnées, qui mettent beaucoup d'argent là-dedans, qui ont des objectifs complètement incroyables et quand ils partent en vacances, ils t'annoncent qu'ils sortent avec des trucs comme ça. Pas envie de changer d'optique. Voilà, ça s'entend très bien. Ils font le sacrifice de la qualité d'image et de luminosité pour la polyvalence et de toute façon, c'est un choix. C'est un bon choix, je pense, des fois. Et si vous vous intéressez justement à ce sujet des zooms transstandards, mon cher Benjamin, on vous invite à écouter l'émission qu'on a faite à la saison dernière sur cette thématique. Benjamin, qu'est-ce que ton cœur te dit? Comment ton cœur a vibré en ce début d'année? Vibrer, le mot est un peu fort. Non, il n'y a rien qui m'a vraiment fait vibrer, en tout cas en termes matériels. Clairement, après, j'apprécie quand même la proposition encore de Sigma au niveau optique, notamment au niveau plein format. C'est vrai que les zooms qu'ils proposent sont toujours vraiment pertinents, et notamment pour tout possesseur de matériel en sériel. C'est vrai que du côté de Lumix ou de Leica, l'offre en matière de longue focale n'est pas conséquente, voire inexistante. Donc, l'arrivée de ce fameux... attends, c'est quoi la focale ? 300-600 ? De ce fameux 300-600, c'est une super nouvelle. Ils avaient déjà un 150-600 très performant, un 60-600, donc là 300-600, et puis avec des prix toujours redoutables. C'est une première, 300-600 F4, constant. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment une première. Ouais. C'est vraiment une super proposition. Je pense que sur des meetings aériens, peut-être que pour certains sports en extérieur aussi, on en parlera la semaine prochaine avec notre invitée Pauline Ballet. C'est une formidable offre, donc les possesseurs de monturelles vont être aux anges, de matériel Sony aussi. Puis sinon, j'ai bien aimé aussi le Lumix S1R2, en tout cas au niveau de l'ergonomie, parce que je trouve que là, c'est un appareil qui a l'air très abouti, le choix opéré au niveau de l'écran orientable, l'ergonomie globale du boîtier, même si je trouve qu'ils auraient dû l'appeler plus S5R2, on s'y perd un peu entre la série S1, S5, etc. À voir après au niveau des performances de l'autofocus et ce capteur de 44 millions de pixels, ce que ça va donner, la gestion du rolling shutter aussi, parce que le capteur n'est pas empilé. Mais rien d'extraordinaire quand même en ce début d'année. On attend d'autres choses dans les semaines à venir. Bon, et en tout cas, sachez qu'on vous prépare très prochainement une émission spéciale qui sera consacrée à ce nouveau boîtier Lumix, le S1R Mark II. En ce qui me concerne, je vais partager avec vous une frustration, une déception, un coup de gueule. Ça fait quasiment 10 piges que j'attends
le successeur du P9, boîtier que j'adore, je l'ai suffisamment dit à ces micros. OM System nous présente en ce début d'année l'OM3 annoncé comme le successeur du P9. Non les gars, non, on n'y est pas du tout. Ce n'est pas le même appareil, ce n'est pas le même look. Je ne veux pas d'un viseur électronique centré. Voilà, soyons clairs. Donc j'attends toujours le successeur du P9. C'est pas le même prix non plus. Hein. C'est pas le même prix. Mais ça, à la limite, c'est encore un autre débat. C'est un autre débat, mais de toute façon, je rejoins Arthur. On est sur autre chose. On est sur un remplaçant, on est sur un concurrent du EM, enfin de l'OM5 et pas. Enfin, je vois pas vraiment. Déjà, il s'appelle OM et pas Pen. Hein, oui, déjà. Pour commencer. Mais après, est-ce qu'ils ont eu le droit de l'appeler Pen? Est-ce qu'ils ont eu le droit? Il y a ça aussi qu'il faut voir. La question est posée.